7. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Voilà, l'homme du Magnifique. 18 juin, et puis la musique de Eyes Wide Shut. Et c'est ça, c'est notre, évidemment, générique du vendredi avec Céline Alonso. Et là, on reçoit, effectivement, un très, très, très grand écrivain. Alors, le problème, c'est que Georges Simenon était un peu occupé au paradis. Il n'avait pas 20 ans, il était surbooké. Mais En plus, il fait des visites en enfer aussi. Donc, il passe de l'un à l'autre. Ça, c'est clair. Mais il a dit, Et donc, voilà. écoutez, j'ai 2 représentants qui, franchement, m'ont beaucoup, beaucoup plu. J'ai lu leurs œuvres, là, dans les nuages, parce qu'on a le temps. Voilà. Et donc, on reçoit, effectivement, pour les 90 ans de la naissance de Maigret et pour les 30 ans de la disparition de Georges Simenon. Et oui, on reçoit effectivement donc Bruno Solo et Pierre Assouline à l'occasion de ce double anniversaire. Eh bien, les éditions Nibus rééditent tout Maigret. Oui, André. ça c'est formidable, c'est un événement. C'est Tout Maigret. extraordinaire. 103 romans, Et c'est ouais, ça. c'est 103 romans et qui sont donc cette nouvelle édition comporte effectivement donc ces 103 romans et En 10 nouvelles volumes, réunis en 10 volumes avec des couvertures qui sont sublimes, des couvertures originales de Lou Stahl et des préfaces donc inédites signées de plusieurs personnalités comme Bertrand Tavernier, Douglas Kennedy, Denis Tillinac, mais aussi donc Pierre Assouline et Bruno Solo que nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Sud Radio. Alors Bonjour. tout de suite, Pierre Assouline. D'abord, vous êtes écrivain, vous avez écrit de très nombreuses autobiographies, des romans, et vous avez écrit ce formidable dictionnaire. Moi, je veux dire, quiconque aime, même s'il a jamais lu Simenon, ça devient rare, mais enfin il y en a. Et surtout si on a lu Simenon, l'autodictionnaire Simenon, il y a quand même tout, parce que ça vous permet de vous repérer. Alors, Pierre Assouline, pour vous, si vous aviez à décrire Simenon, c'est quoi dans la littérature, je dirais mondiale, c'est quoi ? Quelle place il occupe ? C'est un écrivain non pas français, contrairement à ce qu'on croit, mais de langue française. Et oui, il est né à Liège, en Belgique. Ouais. Mais il a une place à part parce que il a l'image d'un auteur de romans policiers, de polar, ce qu'il est en partie seulement, parce que l'immensité de son œuvre, c'est d'abord des romans, tout simplement. Ouais. Qu'on appelle des romans durs, romans de la destinée. Il a une place à part d'abord parce que il a toujours été un phénomène. Parce que écrire 200 romans dans une carrière d'écrivain, c'est exceptionnel. Sans compter les nouvelles. Sans compter les nouvelles, sans compter des milliers d'articles, enfin bon. Donc il y a un côté phénoménal chez lui en toute chose. Il l'est comme écrivain, mais il l'est comme personne aussi. L'homme aux 10 000 femmes, l'écrivain le plus adapté au cinéma et à la télévision. Le plus, ça oui. Ah oui. Record. Même sous l'occupation, il a été. Sous l'occupation, vous vous rendez compte qu'il y a 9 romans sous l'occupation en 4 ans. Incroyable. C'est plus que Balzac. Oui, personne n'a dépassé ce record, je crois. Ouais. Enfin, bon, lui, il le vivait pas comme un record. Parce que, j'imagine. C'est un besoin presque organique d'écrire. C'est pour vous dire que son œuvre est vraiment un vivier inépuisable pour les gens d'image et même pour les gens de théâtre. On commence à peine à le découvrir. Mais pour la télévision et le cinéma, c'est inouï. Et c'est pas que Maigret, c'est tout le reste. C'est un gisement aurifère, quoi. Oui, il parce y a que tout à prendre. ouais. C'est inépuisable. Vous parlez de théâtre, justement, il a été pratiquement jamais, excepté une fois dans les années 50-60, je crois, adapté au théâtre. C'est ça. Il y a eu Le Chat qui a été adapté au Théâtre de l'Atelier il n'y a pas très longtemps, avec Mariam Boyer, Jean Benguigui. C'est pas un bon souvenir, à mon avis. Mais c'est en train de changer parce que j'ai adapté pour France Culture et la Comédie Française 5 Simenons qui sont déjà passés. Et le 6e, ça sera Le Chat, avec Michel Villermoz et Daniel Lebrun, qui sera, sur France Culture. France Culture et la Comédie Française. Au Théâtre du Vieux-Colombier. Donc, je fais ça parce que moi, je crois beaucoup au théâtre avec Simenon. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des huis clos, il y a parfois des romans avec 3 personnages. C'est un univers... Vous savez, la matrice de l'œuvre de Simenon, on croit qu'il a inventé quelque chose. Et un jour, il a lâché à quelqu'un, il a dit, mais j'ai rien inventé, car si vous regardez bien ce que j'ai fait dans la construction de chacun de mes romans, qui est toujours identique, c'est le principe de la tragédie grecque. Ah ouais.
Et il n'en est pas sorti. Et en fait, il ne s'en cachait pas. Il n'a rien inventé. Je pense à une phrase de Malraux parlant de Faulkner. Il disait Faulkner, c'est l'introduction de la tragédie grecque dans le roman policier. Oui. Et Simenon l'a fait aussi comme Faulkner. Bruno Solo, comment vous avez découvert Simenon, vous? Je l'ai découvert tard, en fait, très tôt, je veux dire, mais je l'ai compris plus tard. Je l'ai découvert très tôt parce que ça a été un choc. C'est ce que je raconte dans la préface que j'ai fait dans les 9 volumes. Oui. Et c'est que moi, j'ai été interpellé par ce nom, cette sorte d'oxymore. Si mais non, ce nom qui dit une chose et son contraire, ce nom qui gonfle son torse et puis qui tout d'un coup se rétracte. Oui mais non finalement. Et ça ressemblait bizarrement, en fait, en me faisant cette remarque plus tard, mais au début ce nom m'a juste interpellé, je me suis dit que ça ressemblait assez à l'œuvre de Simenon. On voit beaucoup de personnages traversés par des certitudes et écrasés par le doute. Et non, rarement traversés par les certitudes, mais souvent écrasés par le doute. Des héros qui le deviennent malgré eux, des héros qui ne souhaitaient pas le devenir, des héros de malheur, souvent, notamment dans ces romans durs. Et moi, j'ai découvert Maigret par ma maman, et Simenon, c'était les romans durs, comme le signalait Pierre Assouline tout à l'heure, par le biais de mon père. C'est-à-dire, j'ai découvert l'œuvre, à mon avis, plus littéraire, déjà plus universelle. Oui, j'ai le sentiment, même si dans Maigret, il y a tous les prémices et tout, effectivement, le terreau de ce qu'est vraiment l'œuvre de Simenon. Moi, je suis fasciné par cet écrivain. Dans ma préface, je dis que c'est le Dostoïevski d'outre-Kiévrin, parce que vraiment, je trouve qu'il y a chez lui une faculté à s'immiscer dans les tourments de l'âme humaine que je trouve absolument bouleversante. J'ai joué 2 fois Simenon, moi, pas des Maigret, j'adorerais jouer Maigret ou un Maigret, mais j'ai joué La Mort de Belle, qui avait été adapté au cinéma déjà par Édouard Molinaro et Jean de Sailly, sur l'histoire d'un professeur qui est accusé d'un meurtre qu'il n'aurait ou pas commis, mais peu importe. Pour Simenon, qui disait tout le temps, il faut comprendre mais ne pas juger. Et là, c'est exactement le cœur même de cette œuvre. Et j'ai joué après une œuvre qui pourrait être adaptée au théâtre, d'ailleurs, c'est La Mort d'Auguste, et avec Jean-Pierre Daroussin, Antoine Duléry, qui est une histoire autour d'un héritage qui a un peu disparu, et la dispute de ces 3 frères. Et là, on est vraiment dans une tragédie grecque. C'est agréable à jouer, Simenon, c'est compliqué, ça doit pas être simple entre eux. Il n'y a rien qui soit simple dès lors que vous le faites avec conviction et avec un engagement, mais effectivement, c'est un engagement de tous les instants. Moi, quand j'ai joué La Mort de Belle, qui est quand même l'histoire d'un homme qui est accusé d'un meurtre qu'il aurait ou pas commis, mais qui finalement, sous le poids de la société, va en commettre un, comme pour aller dans le sens de l'idée qu'on se fait de lui. Donc il va commettre un viol. En a-t-il commis d'autres? On ne le sait pas, mais en tout cas Simenon n'en montre qu'un. Et c'était quand même un rôle dans lequel effectivement tout d'un coup mon personnage passait d'une certaine fadeur, si j'ose dire, à une sorte d'exaltation criminelle et diabolique. Et effectivement c'est des choses dans lesquelles il faut s'engager corps et âme. Alors vous l'avez joué en coupable ou en innocent? C'est pas évident. C'est très drôle ce que vous dites, parce que ça a été le grand débat quand on a fait avec Jacques Santamaria, qui est aussi un des préfaciers, un des grands adaptateurs de Simenon pour la télévision notamment. Jacques Santamaria, moi j'ai décidé de le jouer comme un innocent, puisque je pensais fondamentalement que mon personnage l'était, et que le personnage tel que l'a créé Simenon se devait d'imaginer qu'il était innocent, même si le monde entier le pensait coupable. Donc en le jouant innocent, mais en découvrant sa culpabilité plus tard, je lui donnais une virginité, et il me semblait que c'était en tout cas pour moi, le comédien que je suis, il me semblait que c'était la manière la plus honnête de l'aborder. Pierre Assouline, oui. Longtemps, on a distingué le Simenon des romans durs et le Simenon du commissaire Maigret. Parce que c'est lui-même qui le faisait en disant Maigret, c'est ma récréation. Voilà. Je crois qu'on est arrivé maintenant à un moment où on fait un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 œuvres, il y a une œuvre. Il n'y a pas une opposition entre Maigret d'un côté et les romans de Simenon de l'autre. Maintenant, je crois qu'on commence à comprendre qu'on pourrait ceindre l'intégralité de l'œuvre complète de Simenon, du bandeau à la condition humaine. Parce que même dans les Maigret, parfois, il n'y a pas de mort, parfois, il n'y a pas de meurtre. Et on est chez Simenon tout court. Et la condition humaine, c'est quoi? C'est que, en fait, la réussite de Simenon, ce qui le rapproche des plus grands, c'est que, et c'est l'explication pour laquelle, depuis presque 100 ans, bientôt, son œuvre est lue, mais traduite dans le monde entier. Il y a 45 langues. Au Japon, en Australie, en Espagne, en Italie, c'est impressionnant. Le secret de ça, c'est qu'il est universel et intemporel dès le départ. C'est-à-dire que de quoi parle Simenon? Il ne parle pas de la Belgique, il ne parle pas de tout ça. Non, il parle de la jalousie, de la haine, de l'envie, de l'humiliation.
Des sentiments qui ne changent pas, c'est pas la technologie ou l'intelligence artificielle qui va changer ça. Non, il n'y a pas de portable chez lui, il n'y a pas tout ça, ce qui n'a aucune importance. Car ce dont il nous parle, c'est ce dont nous sommes faits réellement, tous. La jalousie, l'envie, le poids de la fatalité, le destin qui vous écrase. C'est son point commun avec Shakespeare. Bien sûr. Et avec les plus grands. Et avec Dostoïevski. Avec Dostoïevski, tu le citais tout à l'heure, c'est en ça qu'il touche à l'âme humaine. Ce qui l'intéressait, lui, disait-il, c'est l'homme nu, c'est-à-dire dépourvu de son apparence sociale. Des oripeaux, du statut, etc. Du statut, s'intéresser à l'homme, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est réellement. Sa devise, c'était comprendre et ne pas juger. Ouais, c'est ça, c'était la devise de Maigret. On s'aperçoit notamment dans les Maigret qu'il est beaucoup plus proche des coupables que des victimes. Oui, il n'a pas tellement de compassion pour les victimes. C'est pas qu'il les méprise, mais ça l'intéresse moins. Parce que la victime, elle subit. Alors que le coupable, il agit. Si vous lisez, par exemple, Lettre à mon juge, c'est pourquoi cet homme a tué sa femme. L'homme en question s'adresse à son juge, qu'il a jugé pendant des semaines, en cour d'assises, et il lui parle. Le livre est fascinant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Simenon est entièrement de son côté. Il veut comprendre la personne qui a tué. La complexité de la chose. Mais celui qui a été tué, c'est un malheureux. Bon, c'est pas lui le sujet. Enfin, c'est un peu embêtant, mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a une complexité. Même, on a souvent accusé de misogynie. Et pourtant, alors c'est vrai. Brûlé, c'est aussi un homme de son époque. C'était un mâle assez dominant, voire un peu prédateur, etc. On sait son rapport aux femmes. On va parler des 10 000 femmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous lisez un roman comme La vérité sur Bébé Donge, par exemple, qui est pour moi un roman absolument remarquable, où il raconte quand même l'histoire d'un homme qui accepte l'idée que sa femme l'empoisonne chaque jour. Et il y a ça aussi dans un autre qui s'appelle Escalier de fer. Mais dans La vérité sur Bébé Donge, on découvre qu'il a une tendresse pour cette femme qui se rebelle. Pourquoi elle tue cet homme? Parce qu'en fait, elle est en manque d'amour, en manque de reconnaissance. Et par ce geste radical, définitif, l'homme, enfin, alors qu'il est en train de mourir, va comprendre qu'il est passé à côté de cette épouse. Et ça, pour le coup, là, bon, je sais que vous n'avez pas l'idée de la journée de la femme, mais le fait est que nous sommes aujourd'hui journée de la femme. Je trouve que c'est un roman extraordinairement féministe et extrêmement intelligent sur la condition des femmes dans cette époque-là, qui étaient conditionnées effectivement à une sorte de destin. Voilà, beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si les exemples existent encore aujourd'hui. En tout cas, il y a moyen de le dire. À cette époque-là, elles étaient enfermées dans ce silence. Et de ce point de vue-là, le livre, et d'ailleurs le film aussi, avec Daniel Darrieux, est remarquable. Il est quand même très machiste. Enfin, j'aime pas du tout ce mot-là, mais il est très prédateur, notre ami Simenon. Oh non, moi je dirais pas prédateur. Non, prédateur, le mot était excessif, à mon avis. Non, mais d'abord, il aimait les femmes. Ce que nous dit Simenon à propos de tous les personnages qu'on a évoqués, c'est que ce sont des coupables, parfois des meurtriers, mais que ça peut être vous ou moi. Qu'on peut tous basculer. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Ce ne sont pas des gens qui ont été programmés pour ça. Non. Ça existe, mais c'est une minorité. Mais quand il voit quelqu'un, il décrit quelqu'un en prison, il nous fait comprendre que c'est vous ou moi. Son génie et sa réussite résident dans le fait qu'il a su prendre ses lecteurs pour personnages. Ah oui, car vous voulez dire, je me projette, je peux me reconnaître. Tout le monde se reconnaît. Tout le monde se reconnaît. Quand vous ouvrez la fuite de Monsieur Monde et que cet homme fuit, on ne sait pas s'il fuit parce que son patron l'a licencié, ou que sa femme l'a quitté, ou que son fils est en prison, mais on devine vite. Mais c'est vous ou moi, c'est tout le monde. Tout ce qui arrive chez Simenon, c'est extrêmement ordinaire. Hein. En fait, c'est criminel, c'est l'humanité aussi. Et bien sûr, bien sûr. C'est en ça qu'il y a une grande leçon. Parce que jusqu'à présent, on a souvent tendance à isoler les gens qui sont en prison sans trop savoir pourquoi, qu'ils soient des criminels ou de simples délinquants ou des prévaricateurs ou autres. On se dit, ce sont des gens en prison, c'est les autres. Non, lui, il vous répond, tous ces gens, c'est vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanction, mais il faut savoir. Vous savez, lui disait souvent, si je n'avais pas écrit, j'aurais tué quelqu'un. Incroyable. Oui, parce qu'il y avait une telle pulsion chez lui, une telle pulsion de mort chez tout le monde. Il s'est soigné par l'écriture, en fait. Oui, enfin, il n'aimait pas trop dire ça, l'autothérapie, parce que c'est le cas de beaucoup d'écrivains. Mais dans les commissaires Maigret, il y a des meurtres, bien sûr, il y en a souvent. Il disait, je tue par procuration, parce que j'ai besoin de ça, mais comme tout le monde, il estimait avoir besoin de ça. Simplement, lui était excessif en toute chose. Et il est né sous le signe de l'excès. Tout ce qu'il a fait, c'est excessif.
même pour le biographe que je suis, j'ai eu la chance de voir ses archives. Il y a des dizaines de milliers de lettres. Il y a longtemps. Et vous avez écrit quand la biographie de... il y a une quinzaine d'années. Oui, mais j'ai eu accès. Il écrivait 10 lettres par jour, toute sa vie. C'est-à-dire un courrier d'affaires, un courrier personnel. Mais il n'arrêtait pas. Quand il parlait, quand il donnait une interview, ça durait des heures. On continue avec Simenon, avec Bruno Solo, avec Pierre Assouline. Tout de suite. On continue, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff, et on va continuer donc de parler de Georges Simenon et surtout de Maigret, l'un des plus célèbres héros de la littérature du XXe siècle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Avec Céline Alonso, nous continuons de parler du très grand écrivain, du très grand créateur qu'a été Georges Simenon, puisque nous fêtons les 30 ans de sa mort et les 90 ans de la naissance du commissaire Maigret, avec Pierre Assouline et avec Bruno Solo. Et oui, à l'occasion de ce double anniversaire, André, eh bien les éditions Omnibus rééditent tout Maigret, ses 103 romans et nouvelles réunis en 10 volumes avec des couvertures qui sont super belles, qu'on a sous les yeux. Elles sont très originales, elles sont signées Lou Stahl et des préfaces donc inédites signées de diverses personnalités comme Bertrand Tavernier, Douglas Kennedy, Denis Tillinac, mais aussi donc Pierre Assouline et Bruno Solo, que nous avons le plaisir de recevoir effectivement ce matin sur Sud Radio. Alors Pierre Assouline, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à deux choses, et vous en avez parlé, Bruno Solo aussi. D'abord, l'homme de l'excès. On a beaucoup parlé du fait que cet homme avait connu bibliquement, comme on dit, 10 000 femmes. C'est mieux Catherine de Russie. C'est lui, surtout lui qui en a parlé. Non, mais il en a parlé comme ça au détour de la conversation. C'était un entretien avec Fellini à propos d'Amarcord, je crois. Et il était très très lié à Fellini. Et en bavardant comme ça, il parlait des femmes. Et puis il dit ben oui, moi j'en ai connu beaucoup. J'ai calculé puisque j'ai commencé à 14 ans. Tous les jours, vu l'âge que j'ai, ça fait environ 10 000, ouais. Mais il l'a dit même sans forfanterie. Et alors ça a été repris par des milliers de fois. Mais en fait, si on lui demandait exactement d'expliciter, il reconnaissait que c'était, sur les 10 000, il y avait plus de à peu près 9 500 prostituées. Ouais. Et parce que partout il allait, Jean Renoir, qui était très lié à Jean Renoir, d'amitié, quand il allait rendre visite à Jean Renoir en Californie, Renoir était très étonné, il disait, vous savez, moi j'habite ce bled depuis 25 ans, je sais pas où est le bordel. Simenon, il est venu, tout de suite. Le soir même, il savait où était le bordel. C'est la différence entre lui et moi. Mais bon, c'est son côté excessif. Mais franchement, il le dit de manière très naturelle. Pour lui, c'était quasiment hygiénique. Oui, c'est ça. Pas d'amour. Oui. C'était corriger sa pulsion de mort, effectivement, peut-être. il était excessif, on le disait tout à l'heure, excessif dans l'alcool, l'argent, le tabac, les voitures de luxe, la consommation à outrance, tout ça. Oui, mais c'est un excès qui n'est pas envahissant. Parce que c'est quelqu'un, vous savez, qui vivait avec tout ça, qui vivait à la campagne. Il vivait non seulement à la campagne, mais dans la banlieue de la campagne. C'est-à-dire en dehors des toutes petites villes. Je suis allé à Lakeville, en Connecticut, où il a passé 10 ans. J'ai vu, il était dans la forêt, avec sa famille. Ah oui. Isolé, pratiquement. Oui, mais il avait son écosystème à lui. Ouais, c'est ça. Et il avait la secrétaire, la cuisinière, ses enfants, sa femme, ça lui suffisait. Et ça a duré toute sa vie. Même en Suisse. Il écrivait dans un état quasiment de transe, dans des pièces souvent surchauffées, avec toutes ses pipes devant lui, tous ses crayons à papier. Et c'était quand même quelqu'un, effectivement, qui avait besoin d'un univers, pour cet univers intérieur si cosmologique, quasiment, il avait besoin, effectivement, de se rassembler sur lui-même parce que sinon, il aurait explosé. C'est la fin de Jean Giono, que genre la tête dans le Roi sans divertissement. La tête explose et devient, il envahit les étoiles. Il paraît qu'il écrivait ses romans en 10 jours à peine. Oui, en 10 jours, mais des romans brefs, toujours le même rituel, un peu quasi fétichiste, mais 10 jours, et après, il avait perdu plusieurs kilos.
Mais après, pendant 2-3 mois, il vivait une vie de père de famille. Il se baladait toute la journée dans la campagne, s'occupait de ses enfants. John m'a dit que c'était un père très John Simenon, c'est son fils, qui est l'un de ses deux fils. Très attentif à Donc ses enfants. 3 livres, combien 3 livres par an, pratiquement, 4 livres par an. Peut-être même un peu plus, parfois. Parfois 4-5 livres, dont 2 ou 3 Maigret. Oui, c'est à peu près la moyenne. Alors Bruno Solo et Pierre Assouline, je voudrais que vous racontiez l'histoire de la cage de verre. Ah non, parce ça, que c'est moi Pierre qui j'étais va la raconter. persuadé. Pierre, non, parce que moi j'étais persuadé, parce que tout le monde est pendant une semaine, il s'est enfermé une cage de verre dans une place principale dans Bruxelles. Non, Alors, c'était 3 jours, 3 nuits là, raconte effectivement la légende. La légende dit Simenon a écrit dans une cage de verre un roman devant le Moulin Rouge. À Paris, voilà. Bon, et alors vous avez non seulement tout le monde le tient pour acquis, mais il y en a même qui vous disent je l'ai vu, et c'était incroyable à regarder. Il y avait même des gens qui lui passaient des idées en lui passant des feuilles sous la cage de verre pour qu'il voit d'autres idées pour son roman. Parce que le truc c'était, Simenon avait dit, un jour je vais écrire un roman devant tout le monde. Comme ça, ils verront ce que c'est la transparence. Bon, et c'était un journal tenu par Eugène Merle, qui était un ancien anarchiste, un patron de presse, et qui devait sponsoriser la chose. Le problème, c'est que ça a été annoncé partout. Il y a eu des placards publicitaires partout. Simenon va faire ça. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que 2-3 jours avant, le journal a fait faillite. Et donc, ça n'a pas eu lieu, tout simplement. Ça ne s'est jamais produit. Mais aujourd'hui, vous lisez encore des livres sur Simenon, des biographies, des articles, évidemment, qui vous racontent le phénomène de la cage de verre. Ça en sur l'impact de Simenon sur la mythologie. À l'époque, il a effectivement été très critiqué effectivement par la presse, notamment à Liège. Le quotidien La Wallonie a écrit qu'il va signer effectivement son suicide littéraire s'il écrit ce livre dans cette fameuse cage de verre. Bon, c'est une époque où il en faisait des tonnes, Simenon, parce qu'il était jeune et là vraiment. Oui, on parle de 1927. Il avait quoi, 24 ans. Il était débutant. Il en faisait des tonnes, il était surexcité, il passait ses soirs avec Joséphine Baker. Enfin, oui, ils étaient ensemble. Hein. Et ils étaient aussi excessifs l'un que l'autre. Joséphine Baker a fait partie des 10 000. Oui, mais alors, il y a un vrai amour entre eux. Ah oui. Et qui s'est transformé en une amitié affectueuse jusqu'à la mort du premier d'entre eux. Ils étaient très liés. Ils sont restés 2 ans ensemble. C'était 2 jeunes étrangers qui venaient à Paris pour se faire connaître. Tous les deux avaient une énergie sexuelle à peu près équivalente. Et ça a duré 1 an ou 2. Et au bout de 2 ans, elle a été lancée par la revue Nègre, lui par Maigret. Et c'est lui qui a dit « Je me retire parce que je veux pas devenir Monsieur Baker. » Mais ils sont restés très liés. Ouais, non, c'est formidable. Belle histoire. Et je voudrais qu'on parle un peu, alors, vraiment, à vous deux, du style Maigret, parce qu'on a parlé de cette personnalité incroyable, cette personnalité hors du commun. Et vous, par exemple, Bruno Solo, c'est quand même un écrivain. On lit. C'est quoi son style? C'est extrêmement. Je vais le résumer en un mot. C'est une formule de Colette qui a été sa Pygmalion, si j'ose dire, quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré de la romancière Colette, évidemment, et qui lui a dit un jour, quand il lui a présenté ses premiers livres, ses premières épreuves, elle lui a dit: il y a trop de littérature, enlevez-en, allez à l'os, allez à l'essentiel des personnages, à l'essentiel. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment chez Simenon qu'il a éliminé tout artifice, qu'il a éliminé le gras, qu'il va à l'essentiel des personnages, et que la psychologie est presque de la contemplation, de l'observation pure, etc. Et je pense que son style passe par là. Après, je vais laisser la parole évidemment à Pierre, qui est lui-même écrivain, qui pourra le définir sémantiquement de manière plus intéressante que moi. Mais moi, je suis fasciné par la faculté qu'on a de tout très vite rentrer dans l'univers de Simenon dès les premières pages. D'ailleurs, il y a un univers très cinématographique, c'est pas pour rien qu'il a été à ce point adapté, parce que dès qu'on lit Simenon, on a tout de suite l'image. Et moi, j'ai lu du Simenon, j'ai lu en tant que lecteur, mais j'ai lu Le Chien Jaune, qui est un de ses premiers Maigret. J'ai lu le Chien Jaune pour la collection Lizzie. Et c'est très difficile à lire. Il sortira effectivement, il faut en parler le 14 mars. Et c'est très difficile à lire Simenon, parce qu'il a même un travail sur la concordance de temps qui n'appartient qu'à lui, qui est vraiment son style propre, et sur la ponctuation qui fait que lorsque vous lisez Simenon d'une traite, il y a des souffles que vous devez prendre à des endroits que vous n'imaginez pas lorsque vous êtes comédien et simple lecteur. Maintenant, je vais laisser Pierre, parce que je veux demander à l'écrivain Pierre Assouline, que pense-t-il de l'écrivain Simenon? Il a un vrai style, Simenon, qui est presque unique. Ce qui est intéressant, c'est que chez la plupart des écrivains, un écrivain commence de manière un peu abondante, chez la plupart des romanciers, et au fur et à mesure qu'il avance en âge,
Les bons, hein, on est bien d'accord, les bons. Les bons, bien sûr. On ne parle pas des autres. Non. Pas perdre son temps. On ne parle pas des tâcherons de l'écriture. Au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, ils se dépouillent. Ouais. Et à la fin d'un écrivain, Michel Tournier me l'avait raconté, il me disait maintenant je m'assèche. Et c'est vrai qu'à la fin, ça se dépouille. Et Samuel Beckett, vous savez, les premiers livres de Beckett, les romans, étaient plus épais, mais à la fin de sa vie, ça faisait 15 pages, 20 pages parfois. Bon, et ce qui est intéressant avec Simenon, c'est qu'il commence par ça. Il commence par être dépouillé, et toute sa vie, ça sera dépouillé. Les romans de Simenon font 200 pages, à part le Testament de Nadieu, et un ou deux autres peut-être, mais surtout celui-ci, qui se voulait un peu balzacien. Il avait dit, je vais faire 100 pages de plus, je serai balzacien. Bon, voilà. Mais sinon, c'est effectivement une écriture à l'os. Quand on demandait à Simenon, mais quel est votre style ? Il réfléchissait, il répondait, il pleut. Ah, c'est joli. C'est magnifique, je crois qu'il n'y a rien. Il y a le silence, il fallait ajouter. Voilà. Ah, c'est magnifique. Alors, c'est même pas en un mot, c'est en deux mots. Mais effectivement, c'était ça. Ouais. Merci Pierre Assouline, merci Bruno Solo d'être venu nous voir sur Sud Radio. Je rappelle que Tout Maigret vient donc d'être édité aux éditions Omnibus. André Berkoff, on vous retrouve lundi sur Sud Radio. Il y a Françoise Bourdin, je voulais juste signaler quand même, qui est au milieu de tous ces hommes. Qui a signé une très belle préface. Et Franck Bouys, immense écrivain aussi. Effectivement, merci Bruno Solo. André Berkoff, on vous retrouve lundi à midi sur Sud Radio. Vous serez effectivement comme tous les jours dans tous vos états. Et tout de suite, et donc c'est Jacques Plessis pour Les Clés d'une vie. Aujourd'hui, il reçoit Nathalie Péchala, la quintuple championne de France de patinage artistique, qui vient parler donc d'Holiday on Ice, qui fête aujourd'hui, enfin plutôt cette année, ses 75 ans. Au revoir.